Bonjour, alors dans cette capsule, nous allons commencer le chapitre 4, la dynamique. On a parlé précédemment de force et on va essayer de relier dans ce chapitre-ci les concepts de force à un peu ce qu'on a vu dans les chapitres de cinématique. Donc tout d'abord, quand on parle de dynamique, on parle ici de la branche de la physique qui tente d'expliquer le mouvement en s'intéressant aux causes, donc aux causes du mouvement, pourquoi les objets se mettent à bouger. Et pour réfléchir ensemble pourquoi les objets se mettent à bouger, ou vont se mettre à bouger, quelque chose de très important, c'est de revenir au concept de force. Donc pour comprendre la cause du mouvement. Ça va être directement relié. Donc on se rappelle, les forces se donnent en Newton et représentent en quelque sorte comment les choses poussent ou tirent sur un objet. Et on avait vu que les forces peuvent en fait faire varier le mouvement d'un objet, et c'est cette propriété-là qu'on va se servir dans le chapitre 4. Tout d'abord, on se pose une question importante, c'est la question quel est l'état de mouvement naturel des objets? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand rien n'agit sur un objet, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Donc, naturellement, notre objet veut faire quoi? Donc, c'est une question très, très fondamentale que plusieurs scientifiques se sont posées durant l'histoire. On peut penser à Aristote, qui pour lui, le mouvement naturel des objets était le repos, donc être immobile. Et s'ils étaient placés dans l'ordre suivant, donc pour Aristote, il y avait 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Et donc si les objets étaient placés dans l'ordre suivant, le feu au-dessus, l'air, l'eau et ensuite la terre, tout avait tendance à rester immobile. Et si on amenait la terre, par exemple, au-dessus de l'air ou dans les airs, la terre voulait récupérer sa position fondamentale, revenir vers le bas et revenir au repos, au côté immobile dans lequel l'élément était supposé se retrouver. Aujourd'hui, on ne conçoit plus le monde avec 4 éléments et on ne conçoit plus le monde de cette façon-là. On va voir comment on pense le mouvement aujourd'hui. Donc pour ça, imaginez le mouvement d'une rondelle sur une patinoire, donc sur la glace. Qu'est-ce qui se passe si on frappe la rondelle avec un bâton de hockey par exemple? La rondelle donc, va se mettre à bouger. Donc le bâton a probablement effectué quelque chose, une force, sur la rondelle, fait en sorte que la rondelle se mette à bouger. Et ensuite, la rondelle va se diriger en ligne droite dans une certaine direction. Et si la glace est bien lisse, la rondelle devrait continuer son mouvement en ligne droite jusqu'à ce qu'une des deux choses suivantes peut arriver. Soit la rondelle vient rencontrer le mur de la patinoire et s'arrêter, ou encore si la patinoire est très grande et il y a beaucoup de frottement, donc la patinoire est rugueuse, elle va finir par s'arrêter d'elle-même. Donc pour s'arrêter, on dirait qu'on a besoin de quelque chose qui va faire en sorte que la rondelle va s'arrêter, soit rencontrer un mur ou le frottement sur la glace. Donc on revient à se poser des questions très très fondamentales de comment bougent les objets et qu'est-ce qu'ils font si rien n'agit dessus. Imaginons s'il n'y avait aucun frottement, s'il y avait donc on était dans l'espace par exemple, qu'est-ce que la rondelle aurait tendance à faire? Donc est-ce que l'état naturel des objets est le mouvement, donc les objets ont tendance à bouger pour toujours, ou est-ce que l'état naturel des objets est le repos? Les objets ont tendance à vouloir revenir immobiles, revenir au repos, comme on dit en physique. En fait, la réponse est un petit peu plus subtile que ça. Les objets veulent plutôt conserver leur état de mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'objet est au repos, il a tendance à vouloir rester au repos, à moins qu'on agisse sur lui. Alors que si l'objet est en mouvement et que rien ne l'arrête, il aura donc tendance à rester en mouvement pour toujours. Et donc ça, c'est la tendance naturelle des objets de vouloir garder leur état de mouvement. Donc soit au repos ou si on est en train de bouger, de continuer à bouger. Et on va définir ici le concept d'inertie. Donc c'est un terme qui est parfois utilisé dans le langage familier
Quelque chose qui a beaucoup d'inertie, c'est souvent utilisé pour définir un objet ou quelqu'un qui a de la difficulté à se mettre en action. Pour la physique, on représente l'inertie par la tendance des objets à vouloir justement conserver cet état de mouvement, donc résister à une variation de vitesse. Et ça se mesure et ça se comprend. On peut définir les objets par leur inertie. On a ici deux joueurs de football très différents. On peut imaginer lequel des deux a la plus grande inertie. Donc si le joueur de football court vers vous, il a donc un état de mouvement, il a une vitesse, il se déplace vers vous. Lequel des deux va être plus facile à immobiliser? Probablement celui de gauche, plus facile à arrêter que celui de droite. Donc celui de gauche, l'enfant, a moins d'inertie, donc va moins résister à une variation de vitesse qu'on voudrait lui faire, l'arrêter pour attraper le ballon, ou peu importe ce qu'on veut faire au football ici. Et on va voir un peu plus loin que l'inertie, en fait, va être directement reliée à la masse des objets. Donc il faut comprendre que les objets veulent continuer à bouger. Donc une fois qu'on est lancé, une fois que l'objet est sur sa lancée, et que rien le retient, il n'aura pas tendance à vouloir s'immobiliser. On peut le voir ici dans une démo assez évidente. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va apercevoir la collision d'une voiture, donc à 40 km/h, qui frappe un mur, et des mannequins qui vont se faire propulser. Donc on a certains mannequins qui sont attachés avec une ceinture, d'autres sans ceinture. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit la collision ici, donc assez dramatique. Donc on revoit ici la collision de l'autre côté, l'effet de la ceinture versus l'effet si vous n'êtes pas attaché. Donc l'inertie, c'est cette tendance à les objets de vouloir conserver leur état de mouvement. Et on a vu que si la voiture entre en collision, la voiture se fait arrêter par le mur, mais les gens dans la voiture, eux, de prime abord, n'ont aucune raison de changer de vitesse. Donc tout le monde se déplaçait, la voiture, tous les objets dans la voiture, les passagers compris, se déplaçaient à 40 km/h dans la vidéo précédente. Donc qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait que si la voiture s'arrête, les personnes continuent à bouger à 40 km/h vers l'avant, ce qui peut être dangereux. Et le rôle de la ceinture de sécurité est de s'assurer que notre vitesse varie, qu'on ralentisse, qu'on arrête de se déplacer à 40 km/h. Et si on n'est pas attaché, on se fait simplement projeter, on continue à bouger à 40 km/h. Donc les objets ont de l'inertie, ce qui cause ce genre de phénomène. L'étude du mouvement a été en grande partie développée par ces deux scientifiques, donc Galilée et Newton, à deux époques successives. Donc ce sont des physiciens, mais toutes sortes d'autres choses. Newton était aussi alchimiste et théologien, entre autres. Et avec leurs travaux, on va résumer beaucoup le mouvement des objets avec ce que nous allons appeler les trois lois de Newton. Donc, trois lois qui vont résumer un peu le mouvement des objets, pourquoi les objets bougent, comment les objets vont se mettre à bouger. Et on va commencer tout de suite à voir quelle est la première loi de Newton. En fait, la première loi de Newton résume un peu ce que je vous ai présenté, le concept d'inertie et cette tendance des objets à agir d'une certaine manière lorsqu'il n'y a pas de force. Donc ça se lit comme ceci. En l'absence de force extérieure, un corps au repos demeure au repos, alors qu'un corps en mouvement conserve un mouvement rectiligne uniforme. Donc on parle de force extérieure, donc une force qui agit sur notre objet, notre corps ici qu'on a appelé. Donc il faut qu'elle soit quelque chose d'autre. Donc un objet qui se pousserait lui-même, par exemple, pousserait dans ses mains, si c'est une personne, ne va pas pouvoir influencer son mouvement. Il faut que ce soit quelque chose d'autre qui agisse sur lui. Et il y a un terme aussi à la fin, on parle de mouvement rectiligne uniforme. Donc le repos, c'est rester immobile. Un mouvement rectiligne uniforme, c'est bouger en ligne droite avec une vitesse constante. Donc on bouge en ligne droite, on garde notre vitesse, 40 km/h dans le cas de la voiture juste avant. Et donc si aucune force agit sur nous,
que ce soit la ceinture, la force exercée par le mur ou la voiture ou peu importe quelle autre force, si aucune force agit sur nous, on continue à bouger en ligne droite à cette même vitesse. Donc c'est quelque chose de fondamental en physique. Les objets suivent cette loi. C'est ce qu'on observe. On a toujours observé cette logique-là. Donc si les choses se mettent à tourner, aussi on va réaliser que quelque chose agisse sur eux. Donc c'est une manière ici de résumer ce premier principe-là. S'il n'y a pas de force, quelque chose au repos reste au repos. Quelque chose qui va en ligne droite continue à bouger en ligne droite. Donc un petit vrai ou faux pour voir si vous avez compris. Si un objet se déplace vers la droite, on peut conclure qu'une force agit sur lui pour l'obliger à se déplacer vers la droite. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La réponse, c'est faux. Donc ce n'est pas parce qu'un objet bouge vers la droite qu'il y a forcément une force qui agit sur lui pour le faire bouger vers la droite. Il peut simplement, sur sa lancée, continuer à bouger vers la droite sans qu'aucune force s'applique sur lui. Et un endroit où il n'y a aucune force qui s'applique sur nous, c'est relativement rare. Il y a souvent la gravité, il y a souvent le frottement, mais déjà sur Terre, on est prisonnier de la gravité qui agit sur nous, inévitablement. Donc on va aller voir juste une petite vidéo, une petite section de vidéo qui vous présente à quoi ça ressemblerait, la physique, s'il n'y a pas la gravité. Donc on est ici dans la Station spatiale internationale. Donc on a une balle et ce qui est particulier, voilà ce qui se passe. Donc si on laisse la balle à un endroit, elle reste là. Si on souffle dessus, après avoir soufflé, la balle continue son mouvement. Donc on souffle un peu, on arrête de souffler. Il n'y a aucune raison pourquoi la balle irait dans une autre direction qu'en ligne droite. Donc la Station spatiale internationale est un bel endroit pour tester les lois de la physique, du mouvement, puisqu'on s'échappe à la gravité. Donc on peut voir qu'est-ce qui se passe fondamentalement. C'est ce qui termine la capsule. Je veux retenir le concept d'inertie et comprendre la première loi de Newton qui nous explique que font les objets lorsqu'il n'y a pas de force.